Je m'appelle Mohamed, fils de Salah, petit-fils de Arki. Mon grand-père a servi dans une SAS de Sidi Khaled, dans les Iban, de 1958 à 1962. Puis il a continué à servir dans l'armée française, en métropole, jusqu'en 1964. Je n'ai pas connu les camps. Mon père non plus. Mais notre famille a connu autre chose. La relégation, le stigmate, le silence dans les familles, le silence des institutions, le silence des récits officiels, cette mémoire dont on parlait peu, cette parole retenue, cette histoire qui existait, mais qui semblait toujours devoir rester à moitié cachée. Et pourtant, malgré cela, des familles ont tenu. Elles ont travaillé. Elles ont élevé leurs enfants. Elles ont résisté. Elles ont réussi. Elles ont reconstruit. Elles ont produit des parcours extraordinaires. Nous en avons déjà raconté certains sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, ce podcast n'est pas consacré à ceux qui ont réussi en silence. Il est consacré à ceux qui, un jour, ont décidé de ne plus se taire. Je dédie ce podcast aux militants de terrain, à ceux qui ont participé aux révoltes de 1975, à ceux qui ont fait les grèves de la faim, à ceux qui ont écrit au préfet, à ceux qui ont occupé les bureaux, à ceux qui ont organisé les réunions, à ceux qui ont affronté les CRS, à ceux qui ont pris des risques, à ceux qui ont soutenu les familles, à ceux qui ont alerté la presse, à ceux qui ont transporté des tracts, à ceux qui ont recueilli des témoignages, à leur soutien, d'où qu'ils viennent, aux associations, aux administrateurs de sites Internet, aux chercheurs, aux archivistes, aux juristes, aux militants associatifs, aux descendants qui fouillent encore les cartons de leurs parents, à ceux qui numérisent une vieille photographie, à ceux qui recherchent un matricule, un camp, une caserne, une SAS, un hameau, une date, un nom, un dossier, à ceux qui écrivent, à ceux qui parlent, à ceux qui transmettent, à ceux qui agissent, à ceux qui saisissent les tribunaux, à ceux qui réclament l'ouverture des archives, à ceux qui organisent des cérémonies, à ceux qui refusent que cette histoire disparaisse. Parce qu'au fond, c'est cela le cœur de cette histoire. Une mémoire empêchée, une parole confisquée, des hommes et des femmes enfermés derrière plusieurs murs, le mur des camps, le mur du silence, le mur de la honte, le mur de la peur, le mur des récits nationaux, et peut-être le plus difficile de tous, le mur familial. Nos grands-parents parlaient un peu. Nos parents ont grandi avec des questions. Et nous, les petits-enfants, nous arrivons souvent des décennies plus tard. Nous cherchons. Nous recollons les morceaux. Une lettre. Une photo. Un nom. Un témoignage. Une archive. Quelques lignes. Et parfois, à partir de presque rien, une vie entière réapparaît. C'est pour cela que votre travail compte. Vous ne conservez pas seulement des documents. Vous rendez des existences à l'histoire. Vous empêchez que des hommes disparaissent 2 fois. Une première fois dans l'oubli. Une seconde fois dans le silence. Alors ce podcast est pour vous. Pour Mohamed Laraji. Pour Abdelkader Laraji. Pour Mohamed Laraji. Pour Ossine Louanchi. Pour Mohamed Bouria. Pour Berzoug Mebarki. Pour Mohamed Laref. Pour tous ceux dont nous connaissons le nom. Et pour ceux dont nous devons encore le retrouver. Nous raconterons leur courage, leur colère, leurs contradictions aussi. Nous ne fabriquerons pas de légendes. Nous ne cacherons pas les méthodes les plus dures. Nous ne gommerons pas les zones grises. Mais nous ne laisserons pas non plus ces zones grises effacer la question centrale. Pourquoi, 13 ans après 1962, des familles françaises vivaient-elles encore dans des lieux de relégation? Pourquoi a-t-il fallu des grèves de la faim, des occupations, des manifestations, des affrontements? Pourquoi a-t-il fallu que des jeunes de 20 ans mettent leur avenir en danger pour que la République commence enfin à regarder leurs parents? À vous qui faites bouger les lignes depuis des décennies, je veux simplement dire merci. Merci pour les archives, merci pour les témoignages, merci pour les combats juridiques, merci pour les associations, merci pour les sites, merci pour les livres, merci pour les cérémonies, merci pour les noms sauvés de l'oubli.
Ce podcast vous est dédié. Avec respect, avec admiration, avec fraternité. Partagez-le, commentez-le, corrigez-nous, apportez vos documents, vos souvenirs, vos noms. Parce que cette histoire ne peut pas être racontée par une seule voix. Elle appartient à ceux qui l'ont vécue, à ceux qui l'ont transmise, et à ceux qui refusent encore aujourd'hui qu'elle soit enterrée. Maintenant, revenons en arrière. Pas très loin. 13 ans seulement. 1962. La guerre d'Algérie s'achève. Des milliers de familles arrivent en métropole. Certaines passent par Rivesaltes, Bourg-Lastic, Larzac, Saint-Maurice-l'Ardoise, Biat. D'autres sont envoyés dans les hameaux de forestage. On parle d'accueil, de transit, de reclassement, de provisoire. Mais le provisoire dure 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et lorsque commence notre histoire, nous sommes en 1974. 12 années ont passé. Des enfants sont devenus adolescents. Des adolescents sont devenus des hommes. Ils n'ont pas fait la guerre d'Algérie. Ils n'ont choisi ni l'engagement de leur père, ni le départ, ni les camps. Mais ils ont hérité des conséquences. Le logement, l'isolement, l'encadrement, les difficultés d'emploi. Une école parfois vécue à l'intérieur même de ces espaces. Et surtout cette impression terrible, être français, mais vivre à part. Ce point est essentiel, parce que tous les harkis et toutes leurs familles n'ont évidemment pas vécu dans les camps. Beaucoup sont sortis rapidement des structures de regroupement. Beaucoup ont construit leur vie ailleurs. Mais pour ceux qui restent à Biat, à Saint-Maurice et dans certains hameaux, le temps semble s'être arrêté. L'administration elle-même sait que le système pose problème. Dès 1973 et 1974, des rapports parlent de remettre les familles dans le circuit social ordinaire et même de mettre fin à la ségrégation. En janvier 1975, une prime de départ existe déjà. Donc non, l'État ne découvre pas le problème en mai 1975. Il le connaît. Ce qui manque encore, c'est le choc. Celui qui transforme un dossier administratif en crise nationale. Celui qui oblige la France à regarder. Et ce choc ne va pas venir des pères, il va venir de leurs enfants. Mais la révolte n'est pas née en mai 1975. Elle a une préhistoire. Elle commence avec des hommes qui tentent encore de se faire entendre sans armes, avec leur propre corps. Janvier 1974, Évreux. Un homme entame une grève de la faim. Son nom va traverser tout notre récit, Mamed Laradji. Et il faut immédiatement comprendre qui il est. Laradji n'est pas un enfant des camps. Il n'a pas grandi derrière les grillages de Biat ou de Saint-Maurice. Les travaux de Régis Pierret le présentent comme issu d'une famille de notables algériens. Cela rend son parcours singulier. Il aurait pu rester extérieur à cette histoire. Il choisit au contraire d'en devenir l'un des acteurs majeurs. Sa première grève porte initialement sur l'indemnisation d'une propriété abandonnée en Algérie. Puis quelque chose se produit. Son hospitalisation, le 15 janvier, provoque la formation d'un comité de soutien d'une centaine de personnes. Le personnel devient collectif. Quelques semaines plus tard, à Nîmes, 4 anciens supplétifs, dont 2 venus de Saint-Maurice-l'Ardoise, occupent la maison de la jeunesse et commencent eux aussi une grève de la faim. Puis septembre. Évreux encore. 2 noms. Chérif Chergui, Abdelkader Laradji, Kader. Cette fois, la revendication est immense dans sa simplicité. Circuler librement et exister comme Français à part entière. 2 grévistes deviennent 6. Puis 8 anciens harkis se retrouvent dans l'église de la Madeleine à Paris. L'un d'eux est dans un état très grave. Le 14 octobre, une marche silencieuse quitte la rue Royale. Plusieurs centaines de Français musulmans avancent vers l'Arc de Triomphe. Ils portent quoi? Des drapeaux français. Et Mamed Laradji dépose une gerbe en hommage aux Français musulmans morts pour la France. Regardez bien cette scène, parce qu'elle explique tout ce qui va suivre. Il ne brûle pas le drapeau, il le porte. Il ne demande pas à sortir de la France, il demande qu'elle les reconnaisse complètement. Avant la colère, il y eut donc la faim. Avant les barricades, la Madeleine. Avant les CRS, une marche silencieuse. Il faudra s'en souvenir lorsque, quelques mois plus tard, on ne parlera plus que de violence. Pendant ce temps, loin de Paris,
Les camps bouillonnent. Le mot apparaît dans les sources. Des ghettos qui bouillonnent. Mais il manque encore quelque chose. Un lien. Une organisation. Quelqu'un capable de faire comprendre aux jeunes de Bias que ce qu'ils vivent ressemble à ce que vivent ceux de Saint-Maurice. Quelqu'un capable de relier les hameaux du Sud aux militants du Nord. Et surtout, quelqu'un capable de transformer une colère privée en cause collective. Dans les camps, certains avaient pourtant déjà commencé ce travail. À Bias, un ancien résident se souvient avec émotion du directeur de l'école. Il encourageait les jeunes à écrire au préfet. Son fils se rappelle ses rendez-vous organisés le soir pour rédiger les courriers. Cette image me bouleverse, parce qu'avant de jeter des pierres, ils ont écrit. Avant d'occuper les bureaux, ils ont écrit. Avant de défier l'administration, ils ont demandé. Une feuille, un stylo, une lettre au préfet. C'est aussi cela qu'il faut restituer. La radicalisation n'arrive pas dans le vide. Elle vient après l'impression que la parole ordinaire ne suffit plus. Et surtout, quelque chose a changé entre les générations. Les parents ont connu la guerre, certains ont connu la peur, les massacres, le départ, l'exil. Ils veulent souvent simplement protéger leur famille. Les enfants, eux, regardent la situation autrement. L'injustice faite au père devient une humiliation faite au fils. Kemash le montre clairement. Les jeunes commencent à ressentir les vexations subies par leurs parents comme des atteintes personnelles. C'est cela, la rupture générationnelle. Le père pense parfois « Nous avons survécu ». Le fils répond « Cela ne suffit plus ». Pendant ce temps, loin de Paris, les camps bouillonnent. Le mot apparaît dans les sources. Des ghettos qui bouillonnent. Mais il manque encore quelque chose. Un lien, une organisation. Quelqu'un capable de faire comprendre aux jeunes de Bias que ce qu'ils vivent ressemble à ce que vivent ceux de Saint-Maurice. Quelqu'un capable de relier les hameaux du Sud aux militants du Nord. Et surtout quelqu'un capable de transformer une colère privée en cause collective. Dans les camps, certains avaient pourtant déjà commencé ce travail. À Bias, un ancien résident se souvient avec émotion du directeur de l'école. Il encourageait les jeunes à écrire au préfet. Son fils se rappelle ses rendez-vous organisés le soir pour rédiger les courriers. Cette image me bouleverse. Parce qu'avant de jeter des pierres, ils ont écrit. Avant d'occuper les bureaux, ils ont écrit. Avant de défier l'administration, ils ont demandé. Une feuille, un stylo, une lettre au préfet. C'est aussi cela qu'il faut restituer. La radicalisation n'arrive pas dans le vide. Elle vient après l'impression que la parole ordinaire ne suffit plus. Et surtout, quelque chose a changé entre les générations. Les parents ont connu la guerre. Certains ont connu la peur, les massacres, le départ, l'exil. Ils veulent souvent simplement protéger leur famille. Les enfants, eux, regardent la situation autrement. L'injustice faite au père devient une humiliation faite au fils. Kemache le montre clairement. Les jeunes commencent à ressentir les vexations subies par leurs parents comme des atteintes personnelles. C'est cela, la rupture générationnelle. Le père pense parfois « Nous avons survécu ». Le fils répond « Cela ne suffit plus ». Avril 1975, Mohamed Laradji prend la route. Et là, l'histoire accélère. Il ne reste pas dans un bureau parisien. Il parcourt les camps, les hameaux. Il rencontre les jeunes. Des militants sont envoyés pour préparer le terrain. Un ancien acteur dira plus tard que Laradji était là pour réveiller la population. Le mot est puissant. Réveiller. Pas inventer. Pas créer artificiellement. Réveiller. Parce que la colère est déjà là. À Saint-Maurice, un témoin se souvient du 18 mai, son anniversaire. Des jeunes jouent aux cartes sous les arbres. Des hommes arrivent en costume. Parmi eux, Laradji. Et soudain, le quotidien du camp est formulé autrement. Vos parents ont combattu pour la France. Et vous, leurs enfants, vous êtes encore enfermés. Imaginez la violence intellectuelle de cette phrase pour un garçon qui a grandi là. Le grillage qu'il voyait tous les jours devient soudain un symbole. Le bureau administratif devient un symbole. Les règles deviennent un symbole. Le camp lui-même devient politique. Laradji possède du charisme. Il relie, il structure, il entraîne. Mais il ne faut surtout pas enlever leur autonomie aux jeunes.
Très vite, le mouvement va d'ailleurs dépasser ceux qui pensaient pouvoir le diriger. C'est cela qui rend 1975 si fascinant. Laradji allume la mèche, mais l'explosion appartient aux enfants des camps. 22 avril 1975. Bias. Le préfet arrive, et cette fois, il ne trouve plus une population silencieuse. Une banderole l'accueille. Les mots sont outranciers, historiquement discutables, mais ils disent comment certains jeunes ressentent leur situation. Bienvenue au camp de concentration. Puis le 6 mai, les représentants de la CFMRAA arrivent. Le lendemain, réunion. Mohamed Laradji préside. On discute, on vote, et le résultat tombe, grève générale. Ce détail compte énormément, parce qu'il détruit l'image d'une foule simplement incontrôlée. Il existe une décision collective. Puis vient le 12 mai. Le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot se déplace. Selon le témoignage repris dans la thèse, il aurait lancé aux familles « Si vous et vos enfants n'êtes pas bien en France, retournez chez vous, retournez chez vous. » Mais où? Chez eux, pour ces jeunes, c'est précisément ici. La France. Certains y ont grandi presque toute leur vie. Certains ne connaissent de l'Algérie que les récits fragmentaires des parents. Alors ils sortent du camp. Ils manifestent à Bia, puis à Villeneuve-sur-Lot. Et ils réclament quoi? L'intégration. Voilà ce qu'il faut marteler. Cette révolte ne commence pas par un rejet de la République. Elle commence par l'exigence que la République tienne sa promesse. Dans la nuit du 15 au 16 mai, une salle de classe désaffectée brûle à Bia. Laradji affirme qu'il n'y est pour rien. Des hypothèses circulent. Provocation? Extrémiste? Débordement? Des années plus tard, Kemache retrouve l'auteur. Son récit est presque tragiquement amateur. Il reconnaît une initiative impulsive. Il dit même quelque chose de beaucoup plus sombre. Cette révolte était aussi dirigée contre eux-mêmes. Puis arrivent 2/4 de la CRS 24 d'Agen. Les hommes prennent position à l'entrée. L'occupation s'interrompt. Quelques jours plus tard, nouvelle occupation. Cette fois, les CRS pénètrent dans les locaux. Les occupants refluent. Des coups sont échangés. Des bouteilles volent. Les forces chargent. Un homme est blessé au visage. Et un ancien résident racontera plus tard que cette réponse ne les a pas calmés. Elle les a renforcés. Elle leur a donné, dit-il, davantage de courage pour continuer. C'est un mécanisme classique de radicalisation. L'autorité pense rétablir l'ordre. Les jeunes y voient la confirmation de ce qu'ils dénoncent. Et désormais, une image circule. Des enfants d'anciens supplétifs français affrontent les CRS français dans un camp français, 13 ans après l'indépendance. On ne peut plus prétendre que le problème n'existe pas. Puis Saint-Maurice-l'Ardoise répond à Bias. 19 mai. Les locaux administratifs sont occupés. Un comité de grève se met en place. Le directeur doit assurer ses permanences depuis la mairie de Saint-Laurent-des-Arbres. Et soudain, quelque chose d'inimaginable quelques semaines plus tôt se produit. Le camp fonctionne sans sa tutelle administrative habituelle. Les jeunes organisent, décident, circulent. Une forme d'autogestion apparaît. Un témoin décrira même cette période comme de grandes vacances. Un western, presque un mai 68 à l'échelle du camp. Cette joie compte autant que la colère. Parce que pour la première fois, certains éprouvent physiquement ce que signifie ne plus demander l'autorisation. Ils ne veulent plus être traités comme des enfants. Ils veulent devenir les acteurs de leur existence. Bias regarde Saint-Maurice. Saint-Maurice regarde Bias. Des militants circulent. Les hameaux de forestage commencent à bouger. Apt, Cucuron, Jouques, Pertuis, le logis d'Anne. Des affiches appellent à poursuivre la lutte. Des grèves commencent. La géographie de la contestation s'élargit. Le problème n'est plus un directeur, ni un camp, ni même 2 camps. Le système entier commence à trembler. 17 juin, Paris. Le colonel Deluc, secrétaire général du Comité national pour les Français musulmans, est retenu dans son bureau par 6 militants de la CFMRAA. Il réclame des mesures immédiates. Il réclame que certaines subventions arrivent directement aux intéressés. Et surtout, il réclame la suppression des centres. En réalité, les hommes ne sont pas armés. Ils sont conduits au commissariat. Leur identité est vérifiée. Ils ressortent. Mais le symbole est considérable. La contestation a quitté le camp.
Elle est entrée dans les bureaux de l'État. Et derrière les revendications matérielles apparaît une idée beaucoup plus profonde. Nous voulons nous prendre en charge. C'est probablement l'une des clés de toute cette histoire. Pendant des années, on a aidé les familles, encadré les familles, administré les familles, décidé pour les familles. Les enfants disent maintenant « Assez, aidez-nous si nécessaire, mais ne vivez plus à notre place, ne décidez plus à notre place, ne parlez plus à notre place. Nous allons parler nous-mêmes. » 2 jours plus tard, 19 juin, Saint-Laurent-des-Arbres. 4 jeunes d'une vingtaine d'années passent à l'action. Dans la mémoire de Hossein Louanchi, Mohamed Bouria, Berzoug Mebarki, Mohamed Laref et lui-même. Le directeur de Saint-Maurice, M. Langlais, est retenu dans la mairie. Les 4 hommes sont masqués, armés. Cette fois, ce n'est plus symbolique. La situation peut basculer. Et leur propre déclaration permet de comprendre leur logique. Ils disent ne vouloir aucun mal au directeur. Pour eux, ils représentent l'administration contre laquelle ils estiment lutter en vain pour obtenir leurs droits de citoyens français. 28 heures. Des forces de l'ordre. Une tension immense. Des cocktails Molotov. De la dynamite selon les témoignages de presse reproduits par la thèse. Des jeunes du camp paniquent lorsque des détonations retentissent. Tout peut finir dans le sang. Mais les négociations avancent. Laradji intervient. Des assurances écrites sont obtenues sur la suppression de l'administration des camps et l'absence de poursuite. L'otage est libéré sain et sauf. Et lorsque les jeunes reviennent à Saint-Maurice, quelque chose se produit que les archives ne peuvent presque pas raconter froidement. La fête éclate. Pour la première fois depuis 13 ans, selon le récit cité par Kémaché. Certains sont accueillis comme des héros. Nous ne glorifions pas une prise d'otage. Nous glorifions ici le courage d'une génération qui a décidé de mettre fin à son invisibilité. Parce que leur victoire la plus immédiate est là. Désormais, personne ne peut prétendre ne pas savoir. Et soudain, les caméras arrivent. Les journalistes, les photographes, les titres, la radio, la télévision. Ceux qui vivaient dans ce que l'un d'eux appellera plus tard un « vide » découvrent leur propre visage dans les journaux. Un ancien révolté le résumera ainsi. Avant, il vivait dans l'indifférence. Puis, il se voit à la télévision. Dans la presse. Ils deviennent des acteurs. Ils ont le sentiment de sortir enfin de l'oubli. Un autre résume. Maintenant, la France sait. Voilà peut-être leur première grande victoire, la visibilité. Mais cette visibilité possède un prix, parce que la presse adore le spectaculaire. Elle parle des armes, des desperados, des fédayens, des commandos. Elle raconte les prises d'otages beaucoup plus facilement que les lettres écrites au préfet. Elle photographie mieux une barricade qu'une famille vivant depuis 13 ans dans un logement trop petit. Kémaché montre que ce traitement médiatique produit une image souvent stéréotypée des enfants de Harki et néglige les manifestations pacifiques ainsi que les grèves dans les hameaux. C'est précisément pour cela que nous racontons aujourd'hui toute la chronologie. Parce que si vous commencez le récit par les armes, vous ne comprenez rien. Il faut commencer par les silences, puis les lettres, puis la faim, puis seulement la colère. Juillet. Août. Le mouvement ne retombe pas. Il se structure. La CFMRAA se réunit. Les actions se propagent. Et une nouvelle question apparaît. L'Algérie. La libre circulation. Le droit pour les anciens harkis et leurs familles de voyager avec leurs papiers français. De retrouver leurs proches. D'enterrer un parent. D'entrer en Algérie sans que leur passé familial ne les poursuive. Puis, une affaire met le feu aux poudres. Un enfant parti en Algérie avec sa mère est retenu sur place. L'affaire Borzani. Pour les familles, tout remonte. La peur. 1962. Les séparations. Les hommes disparus. Les parents restés là-bas. La révolte franchit alors une limite. Des travailleurs algériens sont enlevés à Bagnols-sur-Cèze. Puis d'autres personnes sont retenues à Bourges. Il faut le dire clairement. Ces hommes ne sont responsables ni de la situation des harkis, ni des décisions du gouvernement algérien. Les prendre pour cible est injustifiable. Lorsque le jeune Borzani revient en France le 8 août, les otages de Saint-Maurice sont presque immédiatement libérés.
Mais quelque chose s'est brisé. La révolte sociale contre les camps vient désormais de rencontrer l'héritage direct de la guerre d'Algérie. Et l'escalade devient beaucoup plus dangereuse. 11 août 1975. Bias encore. Nouvelle occupation. Mais cette fois, les hommes sont armés. 200 CRS encerclent le centre. Ils attendent l'ordre. Le préfet Paul Feuillolet prend le porte-voix. Première sommation. Puis deuxième. Toujours rien. Il en faut 3 avant l'intervention. Alors le préfet fait quelque chose d'incroyable. Il avance seul. 50 mètres. Devant lui, 5 hommes masqués. Fusils à la main. Derrière lui, 200 CRS prêts à intervenir. Et pendant 2 heures, il parle. 2 heures. Finalement, l'assaut n'a pas lieu. Cette scène résume la métamorphose du mouvement. Quelques mois plus tôt, des courriers. Maintenant, un préfet négocie face à des hommes armés, tandis que les CRS attendent. On peut condamner cette radicalisation. On doit même en montrer le danger. Mais on doit aussi poser la question historique. Comment une jeunesse française est-elle passée en quelques mois des lettres au préfet au fusil face aux CRS? La réponse ne tient pas en un slogan, elle tient dans 13 années, dans l'isolement, dans l'impatience, dans la médiatisation qui donne soudain le sentiment que l'action fonctionne, dans les soutiens extérieurs aussi, dans une spirale qui finit par échapper en partie à ses propres dirigeants. Et c'est ici qu'il faut respecter l'histoire jusque dans ce qu'elle a d'inconfortable. Autour des révoltés apparaissent des soutiens extérieurs. Certains sont simplement solidaires, des prêtres, des associations, des militants, des rapatriés. Des hommes qui ouvrent une porte, offrent une salle, transmettent une information, aident une famille. Sans eux, une partie de cette mobilisation n'aurait probablement jamais atteint Paris. Mais d'autres soutiens viennent d'univers beaucoup plus controversés. Des observateurs signalent la présence d'anciens militants de l'OAS et d'opposants au gouvernement algérien. Monsieur Christophe, vice-président de la CFMRAA, avait lui-même un passé d'activiste de l'OAS. Kemash estime que la présence de nouveaux protagonistes peut expliquer une partie de la radicalisation de l'été, tout en soulignant que certaines accusations d'instrumentalisation ont aussi été amplifiées par des lectures politiques héritées de la guerre. C'est une nuance capitale. Ne transformons pas les jeunes en marionnettes. Ils avaient leurs revendications, leur expérience, leur colère, leur capacité de décision. Mais ne transformons pas non plus 1975 en légende pure. Il y eut des alliances, des récupérations possibles, des intérêts croisés, des hommes qui soutenaient les harkis pour des raisons qui n'étaient pas toujours celles des familles. Rendre hommage aux révoltés, c'est leur rendre leur autonomie, pas leur inventer une innocence parfaite. Et pendant que la tension atteint son maximum, l'État bouge. Le 6 août 1975, le Conseil des ministres annonce la mesure qui va symboliser le basculement, suppression des camps avant la fin de 1976. La prime de départ destinée aux familles souhaitant s'installer en milieu ouvert passe de 4 000 à 10 000 francs. S'ajoutent des mesures de formation professionnelle, d'aide à l'emploi des jeunes, de relogement, d'aide aux communes recrutant d'anciens harkis, des dispositions concernant les années de captivité en Algérie. Soyons rigoureux. L'idée de disperser les familles existait avant la révolte. Les administrations y réfléchissaient déjà. Donc dire que les jeunes ont, à eux seuls, inventé la fermeture serait faux. Mais dire que 1975 n'a rien changé serait encore plus faux. La révolte transforme une politique lente en urgence nationale. Elle impose un calendrier, elle change le vocabulaire. L'administration parle désormais de milieux ouverts, de dispersion, de déghettoisation. Et surtout, quelque chose d'encore plus profond disparaît progressivement, la gestion totale de la vie des familles. Kemaché cite des sources décrivant les jeunes de 18 à 25 ans comme ayant pris le pouvoir dans les camps. L'encadrement administratif est chassé, une forme d'autogestion apparaît, et l'un des acteurs résume la rupture. Sans 1975, estime-t-il, l'ancien système aurait perduré. Voilà leur victoire, pas parfaite, pas totale, mais réelle. Puis les familles partent, pas toutes, pas tout de suite, et surtout, pas sans douleur. Saint-Maurice se vide,
Les bâtiments abandonnés sont détruits. À la fin de 1976, le site donne presque l'image d'un lieu bombardé. Bias, lui, survit encore sous d'autres formes administratives. Et là apparaît une vérité plus difficile à raconter. Certains de ceux qui avaient de réclamer la sortie découvrent qu'ils ont peur du dehors. Parce qu'un camp peut être à la fois un lieu de relégation et le seul monde que l'on connaisse. Un ancien parlera d'un second déracinement. Dans le camp, il connaissait Karim, Mohamed, les voisins, les familles. Puis il arrive en ville, seul, avec des inconnus. Et il a peur. Faire tomber une barrière est plus facile que faire disparaître ce qu'elle a produit dans les hommes. Une intégration ne se décrète pas en Conseil des ministres. Elle se construit. Elle prend du temps. Parfois une génération, parfois plusieurs. Mais 1975 a produit quelque chose d'irréversible. Les jeunes ont pris la parole. Ils ont rendu leurs parents visibles. Ils ont forcé la presse à venir, les préfets à négocier, les ministres à répondre. La République a regardé ce qu'elle savait déjà et qu'elle avait laissé durer. Katia Kemache en fait un véritable tournant. Une crise longtemps contenue éclate. Les questions de logement, d'emploi, de santé, d'intégration deviennent enfin visibles. Et une nouvelle identité politique des Français musulmans apparaît sur la scène publique. Alors oui, nous leur rendons hommage. À Mohamed Laradji, à Abdelkader Laradji, à Mohamed Laradji, dont le rôle doit encore être documenté avec précision, à Hossein Louanchi, à Mohamed Bouria, à Berzoug Mebarki, à Mohamed Laref, aux anonymes de Bias, aux jeunes de Saint-Maurice, aux grévistes d'Évreux, aux hommes de la Madeleine, aux familles des hameaux, aux prêtres qui ont ouvert leurs portes, aux instituteurs qui ont aidé les jeunes à écrire, aux militants, aux associations, à tous les soutiens, à tous les passeurs de mémoire. Mais notre hommage n'a pas besoin de mensonges. Nous avons raconté les armes, les séquestrations, les débordements, les alliances controversées. Nous avons raconté les CRS, les humiliations, les logements, les lettres sans réponse, les grèves de la faim. Parce que la grandeur de cette génération n'est pas d'avoir été parfaite, elle est d'avoir refusé l'effacement. Leurs pères avaient connu la guerre. Eux ont connu les camps. Leurs pères avaient parfois appris à survivre en se taisant. Eux ont compris qu'il faudrait parler, puis crier, puis agir. Et leur victoire la plus profonde n'est peut-être même pas la fermeture des camps. Elle tient dans quelques mots rapportés des décennies plus tard. Avant, personne ne les voyait. Puis les journaux sont arrivés, la télévision est arrivée, et soudain, la France savait. À partir de là, cette parole ne rentrera plus complètement dans le silence. Les grèves reprendront, les marches viendront, les associations se multiplieront. D'autres générations demanderont reconnaissance, réparation, archives, justice, mémoire. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous sommes encore là, à chercher, à retrouver les photographies, à ouvrir les dossiers, à interroger les témoins, à corriger les erreurs, à rendre leurs noms aux anonymes, à transmettre. Alors, à ceux de 1975, à ceux qui les ont aidés, à ceux qui ont continué après eux, à ceux qui, aujourd'hui encore, font bouger les lignes. Ce podcast est le vôtre. Vous avez fait tomber les barrières de bois et de métal. Vous avez fait tomber une partie des barrières administratives. Vous avez surtout fait tomber la plus solide, celle du silence. Mais l'histoire nous enseigne aussi autre chose. Rien n'est jamais définitivement acquis. L'humiliation peut s'accumuler. Le mépris peut revenir. Le sentiment d'abandon aussi. Et quand une mémoire blessée rencontre une nouvelle injustice, tout peut recommencer. Alors il faut entendre cette histoire comme un avertissement autant que comme un hommage. Gare à la colère des Harkis, pas comme une menace, comme une leçon. Une population que l'on ignore finit toujours par chercher une autre manière de se faire entendre. Tant que leurs noms seront prononcés, tant que leurs photographies seront montrées, tant que leurs enfants et leurs petits-enfants raconteront, tant que les archives seront ouvertes, tant qu'une voix répondra à l'oubli, ils n'auront pas disparu. Ils avaient hérité des camps. Ils nous ont légué une parole.
À nous de ne plus jamais la rendre.